Hello, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis le mot Titanic, il y a fort à parier que vous pensiez au blockbuster Titanic du réalisateur James Cameron sorti au cinéma en 1997. Pourtant, la véritable histoire du Titanic est très éloignée de la romance que vivent Jack et Rose dans le film hollywoodien. Aujourd'hui, pour commémorer la disparition il y a 111 ans du Titanic, je vous raconte son histoire. Asseyez-vous confortablement. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le navire réputé comme insubmersible et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et c'est parti! Le Titanic représente l'un des joyaux de la flotte de l'Empire britannique, qui possède d'autres bateaux semblables, dont l'Olympique. À l'époque, l'Empire britannique, que l'on surnomme aussi l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, est un pionnier dans le domaine naval. C'est tout à fait logique, puisque la Grande-Bretagne est un ensemble d'îles cernées par les flots. La navigation et donc par conséquent l'art du chantier naval est une discipline toute britannique. À cette époque, les traversées transatlantiques ne se font que par la mer. Il n'est pas rare pour un Européen de traverser au moins une fois l'océan Atlantique sur l'un de ces navires anglais. Mais la concurrence entre les différentes compagnies maritimes fait rage, et la White Star Line décide qu'il est temps pour elle de retrouver son rôle de leader. Le directeur de la White Star Line signe alors un contrat de construction pour fabriquer 3 paquebots somptueux dont le Titanic. La conception du Titanic, sans pour autant rentrer dans les détails techniques, est une merveille d'ingénierie, de modernité et d'élégance. En théorie, le navire est insubmersible, puisqu'il possède des compartiments complètement séparés et indépendants, ce qui lui permet de rester à flot, et ce, dans n'importe quelle circonstance. C'est en tout cas comme cela que le Titanic a été pensé, rêvé, dessiné, conçu et livré. Le voyage inaugural du Titanic est prévu le 10 avril 1912, au départ de Southampton, dans le sud de l'Angleterre. C'est au capitaine Smith, le doyen des commandants de la White Star Line, qu'est confiée la tâche d'acheminer le navire de l'Europe jusqu'au Nouveau Monde. Tous les dirigeants de la White Star Line ont une confiance absolue dans les compétences du capitaine Smith. Ce dernier a une carrière absolument exemplaire. Aucun incident n'est venu assombrir le tableau immaculé de ses exploits et succès. La première traversée du Titanic depuis l'Angleterre jusqu'à New York devait être en quelque sorte un cadeau d'adieu avant le départ à la retraite de Smith. Le capitaine devait en effet quitter la White Star Line après cette traversée inaugurable. Dans la matinée du mercredi 10 avril 1912, c'est sous un ciel bleu illuminé d'un soleil printanier que les passagers et les membres d'équipage embarquent à bord du Titanic. La société britannique tout entière est représentée par les passagers prêts à monter à bord. On distingue au sein de cette foule des migrants irlandais, écossais ou anglais à la recherche d'une vie meilleure aux États-Unis. On observe aussi la classe moyenne, avec les passagers de seconde qui se rendent aux Amériques pour faire du tourisme ou bien encore voir la famille. Enfin, s'y trouve toute la bonne société britannique, celle qui voyage en première classe. Eux vont vers l'ouest pour des raisons touristiques, professionnelles ou sociales. À midi, alors que le soleil britannique est au zénith, le Titanic quitte son quai,
finalement prêt à fondre les flots de cet océan qui sépare l'ancien monde du nouveau. Il y a évidemment une foule compacte venue acclamer et souhaiter bon voyage aux passagers du Titanic. Le port de Southampton est donc bondé et les mouchoirs blancs s'agitent dans un sens comme dans l'autre. Pourtant, un incident considéré comme un présage funeste va avoir lieu. Le Titanic, lorsqu'il est en mouvement, bouge tellement d'eau que le paquebot New York, amarré juste à ses côtés, brise ses amarres et vient se rapprocher dangereusement de la poupe du Titanic. Heureusement, le capitaine et son pilote arrivent à éviter de justesse la collision entre ce mastodonte qu'est le Titanic et le New York, qui ressemble alors à une frêle embarcation de papier semblable à celle que fabriquent les enfants. Dans le milieu de la marine, ce genre de mésaventure est vécu comme un mauvais signe, un mauvais présage, la promesse d'une avarie, voire même d'un naufrage. Pourtant, le Titanic s'en est allé, sereinement et fièrement, voguant vers son inéluctable et triste destin. Ça y est, les 3 hélices du Titanic propulsent le géant à travers les flots du cours d'eau, menant jusqu'à la Manche. Le navire fait désormais route vers Cherbourg en Normandie, en France pour débarquer certains passagers et en embarquer d'autres. Évidemment, de grosses cargaisons sont aussi prévues, car le Titanic n'est pas seulement luxueux en termes d'infrastructures, mais la gastronomie y tient également une place importante. En première classe, la nourriture est tout à fait exceptionnelle. Un savant mélange de plats parmi lesquels les passagers peuvent déguster des mets issus de la gastronomie française, des pâtisseries viennoises et aux autres délices européens. En seconde et en troisième classe, la nourriture est inévitablement moins raffinée, mais elle est généreuse et servie en abondance. On trouve au sein du paquebot plusieurs établissements où il est possible de manger, un restaurant à la carte, le restaurant principal, ainsi qu'un café parisien. À 18h30, le Titanic s'arrime à quai dans la ville normande de Cherbourg, avant de reprendre sa course vers Queenstown en Irlande. Parmi les passagers les plus illustres qui embarquent en France, on trouve plusieurs personnalités, dont John Astor et son épouse Catherine. La traversée inaugurable du Titanic depuis l'Europe vers New York représente pour beaucoup de ses clients fortunés une manière agréable de terminer les vacances qu'ils passent chaque année en Europe. Le 11 avril, après que le Titanic a fait une brève escale sur les côtes irlandaises, le vaisseau largue définitivement les amarres et prend le cap vers l'ouest, en direction des côtes nord-américaines. Au moment où le Titanic part, on dénombre 322 passagers de première classe, 277 passagers de seconde classe et 709 passagers de troisième classe. À ces passagers viennent s'ajouter 898 membres d'équipage. Le Titanic héberge donc dans ses entrailles 2206 hommes, femmes et enfants. À 13h30, le Titanic lève l'ancre et démarre sa traversée transatlantique en direction de New York. La navigation en pleine mer devait durer 6 jours. Le chef cuisinier et sa brigade ont prévu des menus en conséquence. On a par ailleurs chargé à bord pas moins de 15 000 bouteilles de bière et plus d'1 millier de bouteilles de vin. Durant les 3 premiers jours de traversée, rien de significatif ne vient perturber la croisière luxueuse et feutrée du Titanic. Le dimanche 14 avril, alors que le paquebot a atteint la moitié de son parcours, la météo tend à se refroidir, mais le temps reste beau. En ce dimanche ensoleillé, les membres d'équipage chargés de recevoir les bulletins météo sont à nouveau très occupés. Cela fait 48 heures que les liaisons radio sont coupées, puisque le Titanic est trop loin de l'Europe. Mais ce n'est pas encore assez proche des côtes canadiennes. Aujourd'hui, le Cap Ras est finalement en vue et les communications sont par conséquent rétablies. Plusieurs opérateurs radio reçoivent régulièrement des bulletins météo venus du continent, mais aussi des rapports effectués par les différents navires se trouvant dans un périmètre proche. Les 2 hommes de garde, ce dimanche, ont reçu plusieurs avis météorologiques inquiétants.
De la glace et des icebergs ont été signalés par les capitaines des vaisseaux alentours. Le rôle de chacun des opérateurs radio est d'interpréter ces bulletins, puis de les rendre lisibles et visibles par les membres d'équipage chargés de piloter le vaisseau. À 11 heures du matin, quelques 12 heures avant l'accident, le Titanic reçoit un avertissement du navire America. Au sein de celui-ci, il est indiqué qu'il y a plusieurs icebergs, petits et grands, sur la trajectoire que le Titanic a prévu de suivre dans la journée à venir. À ce moment précis, personne ne peut imaginer que le lendemain, le Titanic aura sombré, emportant avec lui, par 1500 mètres de fond, 1500 personnes. À 23h40, le marin qui est de quart et dont le rôle consiste à scruter l'océan des yeux, donne l'alerte. Il aperçoit un énorme iceberg droit devant, tout proche du Titanic. Il contacte sans tarder le poste principal de pilotage d'où le capitaine dirige le bateau. Le commandant déclenche alors une manœuvre de sauvetage ultime. Il ordonne de virer sur le côté gauche du navire, de stopper les moteurs, puis d'inverser leur poussée, afin de ralentir au maximum la vitesse du vaisseau. La collision catastrophique semble être évitée, puisque l'iceberg glisse sur le flanc droit du bateau. Hélas, la coque à droite du bateau a littéralement été transpercée par l'iceberg, coupant comme une lame de rasoir. En réalité, le flanc droit du Titanic a été déchiré sur plus de 70 mètres de long. Cette longueur représente plus de 4 compartiments qui sont tous isolés les uns des autres. Cette longueur de 4 compartiments n'est pas anodine. Elle représente le nombre maximum de compartiments avec lesquels le Titanic peut se maintenir à flot, même si ces derniers sont complètement inondés. Mais pour l'instant, personne à bord ne se rend compte du désastre à venir. En une dizaine de secondes seulement, l'iceberg a démoli le Titanic. Et c'est cette collision qui va entraîner le naufrage du vaisseau, dit insubmersible, et la mort de plus de 1500 âmes. Le capitaine Smith se rend sans tarder sur la passerelle principale afin de constater visuellement les dégâts causés par la collision avec le bloc de glace. Très rapidement, il se rend compte que la collision a créé des dommages qui vont mettre en péril la capacité du navire à flotter. Très rapidement, l'eau qui s'est accumulée dans les 4 compartiments passe au-dessus des cloisons étanches et par ce mouvement fait basculer le Titanic de l'avant vers l'arrière. Le capitaine Smith sait que dans quelques heures, son paquebot aura sombré dans l'eau froide de l'océan Atlantique. Il organise donc l'évacuation du bateau, sans pour autant l'annoncer officiellement aux passagers. La raison pour laquelle le capitaine Smith n'a pas ordonné immédiatement l'évacuation des passagers reste encore à ce jour un mystère. Pourtant, l'hypothèse la plus vraisemblable est sans doute aussi la plus triste. La réglementation britannique de l'époque n'imposait pas aux amateurs de bateaux de disposer d'autant de canots de sauvetage qu'il y avait de passagers. Ainsi, sur le Titanic, il y avait seulement la place pour évacuer 800 personnes, alors que plus de 2200 étaient à bord. Alors que l'alerte est officiellement donnée vers minuit, et que les consignes d'enfiler le gilet de sauvetage et de se rapprocher des canots sont dispensées, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un exercice. C'est sans doute pour cette raison qu'aussi peu de personnes sont montées à bord des canots, qui quittaient le navire à moitié plein. Seulement alors qu'il était clair dès le début que seulement une petite partie des passagers pourrait être sauvée. Les plans du Titanic font que les passagers de première classe sont les plus proches physiquement des canots. Ce sont donc eux qui s'installent en priorité dans les radeaux. Viennent ensuite les passagers de seconde classe et enfin les passagers de troisième classe. Heureusement, la mer ce soir-là est très calme, ce qui facilite la navigation des canots de sauvetage qui doivent s'éloigner au plus vite du mastodonte qu'est le Titanic, sous peine de chavirer au moindre mouvement de l'eau. Le capitaine Smith ordonne ensuite aux opérateurs radio d'envoyer d'abord un message demandant de l'aide suivi d'un SOS, une sorte de Mayday Mayday, que l'on appelle CQD dans le langage maritime international.
Le CQD signifie qu'un péril est imminent. Le paquebot Carpathia se trouve à 60 miles nautiques, environ une centaine de kilomètres du Titanic, lorsqu'il capte son signal de détresse. Le commandant du Carpathia change immédiatement de cap et se dirige à grande vitesse vers le paquebot qui a commencé à sombrer lentement. Aux environs de minuit 30, devant une situation devenant de plus en plus critique, l'un des marins se voit donner l'ordre de lancer les fusées de détresse toutes les 5 minutes afin de guider le maximum de bateaux environnant à son secours. Au même moment, les passagers réalisent l'importance de l'accident et la dangerosité de la situation. Les canaux se remplissent de plus en plus rapidement, avec de plus en plus de personnes à leur bord. Entre minuit 30 et minuit 45, le calme fait place à l'affolement. Les passagers et les membres d'équipage comprenant qu'ils sont en train de se battre pour leur vie. Ce mouvement de panique est lié au fait que les passagers réalisent soudain qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde, et chacun sait que sa chance de survie dans l'océan glacé en pleine nuit, sans aucun équipement, est très faible. Pour ajouter à l'ambiance sans doute très angoissante, l'orchestre du Titanic a continué à jouer jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et qu'il soit noyé par l'eau qui a investi tout le bateau. La proue, dont la partie avant du Titanic sombre lentement, mais sûrement dans l'eau, ce mouvement crée un effet de balancier, ce qui signifie que la poupe du bateau, c'est-à-dire l'arrière, se dresse dans les airs. Le sol du Titanic représente maintenant une pente raide similaire à une piste de ski. Vous avez tous entendu parler de l'ordre qui dit les femmes et les enfants d'abord. Pourtant, certains hommes ont eu leur place dans les canaux de sauvetage du Titanic. Sans surprise, ce sont les hommes riches, c'est-à-dire les passagers de la première classe, qui ont eu le droit d'embarquer lorsqu'il restait de la place. Une discrimination supplémentaire va entraîner la mort de la plupart des passagers de troisième classe, puisque seules les premières et secondes classes sont menées par du personnel de bord aux embarcations. Les passagers de troisième classe, eux, doivent trouver seuls leur chemin, à bord d'un navire qu'ils connaissent peu, dans une situation très angoissante et un environnement devenu hostile à cause de la montée des eaux et des bruits qui provenant des entrailles du vaisseau. À 1h40, la dernière fusée de détresse est lancée dans le ciel d'encre au-dessus de l'océan Atlantique. 15 minutes plus tard, c'est le dernier canot de sauvetage qui prend la mer. Cette fois-ci, plein à ras-bord de passagers paniqués. À 2h10, soit 2h30 après la collision, le capitaine Smith ordonne à ses hommes de sauver leur peau. C'est le chacun pour soi qui est déclaré. Les marins ne sont plus considérés comme des marins, mais comme de simples êtres humains qui doivent s'en sortir. À 2h15, alors que le Titanic est en train de sombrer et que quelques secondes seulement séparent les hommes d'une mort certaine, l'orchestre du Titanic entame l'hymne « Plus près de toi, mon Dieu », ce qui signifie habituellement que la mort va frapper incessamment sous peu. La proue du bateau forme désormais un angle de 90 degrés avec la surface de l'océan et dans un bruit de craquement épouvantable, la cheminée s'abat sur l'eau, tuant par la même occasion plusieurs personnes réfugiées dans des canaux situés juste en dessous. En quelques secondes, le Titanic a coulé. On ne voit strictement plus rien à la surface, et rien ne laisse présager du sort des gens qui sont restés bloqués à l'intérieur. Lorsque la passerelle est submergée par les eaux noires de l'océan Atlantique, 1500 personnes se trouvent encore à bord du Titanic. Les survivants assistent, depuis leur embarcation de fortune, à la mort certaine des 1500 personnes bloquées à l'intérieur du navire qui coule. Une fois le choc passé et le silence revenu, il n'y a plus rien à faire, hormis s'armer de patience et attendre l'arrivée des secours. À 3h30, le Carpathia apparaît enfin sur la ligne d'horizon. 1 heure plus tard, le navire, ce sauveteur prodigue, arrive sur les lieux de la tragédie. Au petit matin, alors que le soleil s'est levé sur un océan Atlantique calme et majestueux, le Carpathia a accueilli à son bord 705 rescapés de la plus grosse catastrophe maritime jamais survenue jusque-là.
1500 personnes environ ont perdu la vie dans le naufrage du Titanic, navire réputé insubmersible. Une commission d'enquête a bien sûr été créée pour faire la lumière sur les événements qui ont noué le destin du Titanic et des gens qui ont péri à son bord. Le 1er septembre 1985, l'épave du Titanic est enfin localisée. Il aura donc fallu 73 ans pour que l'épave du Titanic soit finalement découverte. Faudra-t-il autant de temps pour que l'épave du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, le MH370, soit découverte à son tour? Si l'histoire de cet avion mystérieusement disparu vous intéresse, Cana Disparition va bientôt en parler sur sa chaîne avec des éléments nouveaux. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Voilà, cette vidéo se termine gentiment. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.